adopté. Nous passons maintenant à l'article additionnel, l'après-article 3, amendement numéro 6 de Monsieur Labaronne. Merci Madame la Présidente, merci de m'accueillir dans votre commission. Cet amendement porte sur le diagnostic de performance énergétique et en particulier s'agissant des diagnostiqueurs. On sait qu'à l'heure actuelle, il existe un annuaire des diagnostiqueurs certifiés immobiliers. Cet amendement vise à renforcer le dispositif existant avec deux objectifs. Une identification très forte du diagnostiqueur et une traçabilité très forte également de son intervention. Pour atteindre ces deux objectifs, des outils numériques existent, qu'il s'agisse de QR code ou de dispositifs de type preuve numérique. Ces outils pourraient incorporer la carte professionnelle ou une photo, avec une photo du diagnostiqueur, un système de géolocalisation et d'horodateur, l'obligation d'introduire son relevé d'observation pour le diagnostiqueur, son relevé d'observation qui détermine l'étiquette énergétique du bâtiment et des photos, tout document nécessaire. Ces outils existent, ils permettent d'apporter des preuves infalsifiables et tout à fait opposables. Et je crois qu'il serait utile qu'on se dote de ce type d'instrument. C'est déjà le cas en Allemagne. Et je propose à travers cet amendement qu'on se dote de ce type d'outils pour renforcer l'annuaire des diagnostiqueurs certifiés. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Labaronne, vous avez raison, il faut sécuriser et rendre traçable l'annuaire des diagnostiqueurs pour que leur identité ne puisse pas être subtilisée. C'est tout l'objectif de votre amendement. Il y a peut-être quand même un peu de travail rédactionnel sur cet amendement qu'on pourrait reprendre un peu pour la séance, mais d'ici là, j'ai un avis favorable à votre amendement. Bien, sur cet amendement numéro 6 de Monsieur Labaronne, qui est pour ? Je laisse un peu de temps. C'est bon ? Qui est contre ? Eh bien, il est adopté. Nous passons à une discussion commune des amendements 8 et 41 avec deux sous-amendements. Amendement numéro 8 de Monsieur Topiac. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui propose de limiter la sous-traitance à 2 rangs pour les chantiers aidés et qui interdit la sous-traitance à des entreprises qui ont obtenu le label reconnu garant de l'environnement de la part d'entreprises qui n'ont pas obtenu ce label. Merci. Sous-amendement numéro 70 de Monsieur Cazenave. Alors, pourquoi le sous-amendement ? Parce que je partage l'objectif, un des deux objectifs de l'amendement de M. Topiac. C'est-à-dire, je pense qu'on peut limiter à 2 rangs la sous-traitance dans les chantiers RGE. C'est d'ailleurs une proposition, je vous dis, j'en ai beaucoup discuté avec l'ACAPEB et la FFB pour m'assurer que les professionnels eux-mêmes étaient d'accord avec ça. Parce qu'on peut aussi se dire, il y a des grands chantiers, c'est compliqué de limiter le nombre de sous-traitants. Je comprends que le secteur est favorable à cette évolution. Donc moi, je suis favorable. Ce qu'on accompagne dans cette proposition de loi, c'est également l'amendement de M. Vigier, dont vous avez des amendements identiques. En revanche, j'ai une réserve, je ne partage pas votre avis sur le fait qu'une entreprise non RGE ne puisse pas contracter puis sous-traiter un client. Pourquoi ? Parce que vous avez des grands acteurs, y compris de la grande distribution, qui touchent énormément de clients, qui structurent un réseau artisanal, qui travaillent bien avec eux, qui seraient impactés. Je ne peux pas citer, je n'ai pas envie de citer le nom, mais certains reconnaîtront cette grande enseigne de bricolage. Et je pense que c'est un peu dommage de priver un certain nombre d'acteurs qui fédèrent aujourd'hui des artisans. Il n'y a pas de fraude. Je veux dire, on a posé la question à l'ANA, à tous les acteurs, en disant on n'a pas de problème avec ces acteurs-là. Donc je suis un peu gêné sur la deuxième partie de l'amendement qui va empêcher ces acteurs qui sont reconnus, qui ne posent pas de difficultés. Et c'est la raison pour laquelle mon sous-amendement, d'une certaine manière, votre amendement de M. Topiac, mais identique à celui de M. Vigier, vise à garder uniquement dans vos amendements, ce qui est une grande évolution, les 2 niveaux de sous-traitance maximale pour les travaux de rénovation énergétique. Ouais. Donc on finit les amendements de la discussion commune. Amendement 41 de M. Jean-Pierre Vigier. Oui, c'est le même principe, je préfère le repréciser. Cet amendement vise pour les chantiers de travaux aidés, et bien évidemment aidés, ce n'est pas tous les chantiers de travaux, à limiter la sous-traitance à 2 rangs et interdire aux entreprises qui n'ont pas la qualification RGE de sous-traiter ces chantiers.
1. La simple information du consommateur, mais vous l'avez précisé, d'une sous-traitance de travaux telle qu'elle est prévue dans cette PPL est insuffisante pour résoudre l'enjeu des fraudes. Ça, vous l'avez précisé, donc je pense qu'on va tomber d'accord. Et 2, la protection de la liberté d'entreprise qui pourrait être opposée à cet amendement n'est pas valable, puisqu'en effet, ces dispositions se limitent aux chantiers aidés par des fonds publics. Et donc, il est légitime que l'État puisse encadrer la mise en œuvre des travaux. Et troisièmement, par rapport au rejet de notre deuxième condition, un message, c'est que la massification des rénovations énergétiques s'effectuera d'abord et avant tout par des entreprises artisanales du bâtiment. Je vous le rappelle, 620 000 en France, 97% du secteur. Et simplement, si la grande distribution veut faire partie et intégrer ce marché de travaux, ils sont simplement devenir RGE au niveau de ses salariés. Ils passent la formation, ça serait totalement logique. Rien ne les oppose à devenir RGE. Merci, Monsieur Vigier. Monsieur le rapporteur, Monsieur Cazenave, alors, sous-amendement. Oui, alors ça va être le même sous-amendement. Vous savez, moi, je donne un avis favorable à 2 premières parties, de certaine manière, de votre amendement, parce que dans ma proposition de loi, je n'allais pas aussi loin que vous. Et le secteur lui-même est prêt à y aller. Nous, on se contentait de bien informer le client de la sous-traitance. Vous l'allez beaucoup plus loin. Moi, je suis d'accord avec vous, le secteur a envie d'y aller. Honnêtement, il y a tout un réseau d'entreprises artisanales qui ne font pas le travail de prospection, le travail de mise en relation, qui bénéficient de ces acteurs qui ne sont pas RGE. Donc je suis un peu ennuyé parce que autant sur la première partie de votre amendement, j'ai vraiment identifié un consensus, une envie d'avancer des uns et des autres sur ce sujet-là. L'impact demain d'empêcher ces entreprises non RGE de pouvoir porter des chantiers qu'ils sous-traitent, je crains peut-être qu'on déstabilise un marché alors même que personne n'est véritablement porté auprès de nous la nécessité d'avancer aussi fortement. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je sous-amende dans le même sens votre amendement. Sur cette discussion commune, Madame Batho. Oui, monsieur le rapporteur, je ne comprends pas votre raisonnement. Parce qu'en fait, soit le cadre, c'est de dire aide publique, par exemple pour l'isolation, oblige à RGE, et on sait, il y a des artisans qui rouspètent sur le RGE, sur combien ça coûte le RGE, la formation RGE, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, etc. Donc soit c'est ça le cadre, soit si c'est ça le cadre, mais qu'on a le droit de le contourner par la sous-traitance, c'est pas possible en fait. Si on a le droit de faire appel à un autre entrepreneur n'ayant aucune qualification et se prétendant maçon ou je ne sais quoi, ça tient pas. Donc soit le RGE c'est pour tout le monde, soit c'est pour personne et puis il n'y a plus de RGE. Mais le truc de dire celui qui est dans le dossier d'apparence pour l'ANA, il doit avoir RGE, mais par contre ceux qui font les travaux en vrai, on ne va pas leur demander de qualification professionnelle, on ne va rien demander. Il y a un sujet, donc moi j'approuve les amendements là, qui sont proposés par nos collègues. Monsieur Vigier. Oui, on est quand même, je précise, sur des chantiers de travaux qui sont aidés. Ce n'est pas tous les chantiers, premièrement. Et à partir du moment où il y a cette aide, on peut fixer des critères. Et les critères, c'est ce qui vient d'être dit. Je pense que les entreprises peuvent être RGE. À ce moment-là, celles qui ne le sont pas, on peut leur laisser un délai pour le devenir. Et je vous ai cité les chiffres sur les entreprises du bâtiment. Il y a quand même 620 000 en France qui représentent 97% du secteur. Donc je comprends la demande de la grande distribution, mais il faut qu'ils se mettent à ce moment-là en règle et qu'ils acceptent les critères qui ont été fixés dans le cadre de ces marchés aidés. Monsieur le rapporteur. La question, c'est la lutte contre la fraude. Est-ce qu'on a, avec ces montages et ces opérateurs, des problèmes de fraude? Pour revenir sur l'opérateur, l'entreprise que vous évoquez, on a posé la question à l'ANA. Il n'y a pas de problème de fraude, en fait. Des problèmes de fraude massive sur les mandataires financiers, des fois la non-réalisation des travaux, des entreprises RGE à qui on doit retirer le label. Oui, en l'espèce... C'est-à-dire, il n'y a pas de problème de fraude aux aides publiques avec ce schéma-là. C'est pour ça que ça me gêne, si vous voulez. Autant je comprends que la sous-traitance en cascade, que vous encadrez, est génératrice de fraude. Pourquoi? Parce que vous êtes RGE, puis vous avez sous-traité à une entreprise. Si sous-traite une entreprise, à la fin, on ne sait plus très bien, y compris en termes de qualité. Mais là, vous attaquez un autre sujet, c'est la structuration de la filière, d'une certaine manière. Parce que, uniquement, si notre objectif, c'est de mieux lutter contre la fraude aux aides publiques, cette disposition-là n'y concourt pas parce qu'il n'y a pas de problème de fraude. C'est ça mon problème. Je ne veux pas légiférer de manière excessive par rapport à l'objet de la proposition de loi. Ce sujet n'est pas un sujet du point de vue de la fraude aux aides publiques. Il peut y avoir un sujet de répartition de la valeur entre les opérateurs que vous mentionnez. Donc voilà, donc moi je suis un peu gêné à travers cette proposition de loi de changer l'organisation du marché.
Voilà, c'est ça mon point. Et par contre, je suis d'accord avec vous sur le niveau de sous-traitance parce que c'est un problème de fraude. Nous passons au vote. Alors, d'abord, on va commencer par le vote du sous-amendement numéro 70 qui sous-amende l'amendement 8. Donc, sur le sous-amendement numéro 70 de Monsieur Cazenave, qui est pour? Qui est contre? Bon, alors, on le refait. Il est rejeté. Sur l'amendement numéro 8 de Monsieur Topiak, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. On passe ensuite au sous-amendement numéro 71 de Monsieur Cazenave, qui sous-amende l'amendement 41 de Monsieur Vigier. Sur le sous-amendement numéro 71 de Monsieur Cazenave, qui est pour? Oui, mais il s'est rejeté. Donc, ouais. Qui est contre? Ah là, il faudrait compter. Et du coup, vous avez... Non, ça, c'est les contre. Ah, le contre, le pour, je l'ai pas. Non. Il est rejeté, je pense, clairement. C'est bon. Bah, si vous voulez, on refait. Qui est... Effectivement, on n'a pas compté les pour. Donc, qui est pour? Voilà. Qui est contre? C'est rejeté. Et ensuite, sur l'amendement numéro 41 de Monsieur Vigier, qui est pour? Qui est contre? Eh bien, il est adopté. Amendement numéro 39 de Madame Batho. Oui, merci Madame la Présidente. Donc en fait, l'amendement 39, oui, c'est bien ça. Il porte sur la pratique du mandataire financier, en fait, pour réserver la possibilité d'être entreprise mandataire, qui donc va faire l'intermédiaire entre l'ANA et puis la personne concernée, aux entreprises sérieuses, en fait. Je ne sais, c'est écrit pas en ces termes, mais ça revient à ça. En fait, l'ANA constate que dans 90% des schémas de fraude, ça passe par des faux mandataires, enfin des mandataires pas sérieux. Et donc l'utilisation en fait du mécanisme, du dispositif du mandataire, qui est un vrai progrès. Quand ça marche bien, le dispositif entreprise mandataire, c'est un vrai progrès pour les gens. Mais donc voilà, c'est ça le sens de l'amendement. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, vous avez raison. Les fraudes, les problèmes se concentrent beaucoup sur les mandataires financiers. Donc je pense qu'il faut avancer sur un système proche d'un système d'habilitation des mandataires financiers. En revanche, la rédaction aujourd'hui de l'amendement, à mon avis, pose quelques difficultés, un peu rédactionnelles. Moi, je vous proposerais bien de le retirer, qu'on puisse retravailler ensemble pour la séance et que vous puissiez redéposer au moment de la séance un amendement qu'on aurait retravaillé ensemble. Madame Batho, vous maintenez ou vous... Voilà. D'accord pour le retirer, mais avec néanmoins une inquiétude sur le délai de dépôt des amendements par rapport au travail à faire. Oui, on va se mettre, Madame la députée, en situation de le faire dans les délais et d'aboutir à un amendement d'ici là avec vous. Donc en attendant, l'amendement numéro 39 est retiré. Amendement numéro 40 de Madame Batho. Oui, alors là, c'est sur la publicité, en fait, des entreprises frauduleuses. Donc là, on parle de celles qui ont été sanctionnées pour fraude. Donc il n'y a pas d'équivoque sur de qui on parle. Nous, il nous paraît indispensable que la liste des entreprises sanctionnées pour fraude, elle soit sur le site de l'ANA, elle soit sur le site de France Rénov', elle soit sur le site de MaPrimeRénov', etc. Enfin, voilà, que ce soit facile pour les gens de vérifier que l'entreprise avec laquelle ils sont en train de discuter n'est pas sur cette liste. Même si on sait qu'il y a une mécanique où les entreprises changent de nom, changent de territoire, etc., ça nous paraît indispensable en fait qu'il y ait une liste publique et que tout le monde puisse la vérifier.
Sur le name and shame. Monsieur le rapporteur. C'est vous qui l'avez dit, l'anglicisme. Sur le name and shame, oui. Alors, c'est un avis, enfin, c'est une demande de retrait. C'est à la fois un avis favorable sur l'objectif. Pour les mêmes raisons, je vous demanderai de le retirer, qu'on puisse retravailler sa rédaction pour le dépôt en séance. Et au fond, faire ce que nous allons voir dans l'article 4, c'est-à-dire comme on fait pour les C2E, c'est publier effectivement les fraudeurs, la nature de la fraude, et qu'on puisse rendre public tout ça. Donc, je partage l'objectif de l'amendement, mais demande de retrait pour qu'on puisse rédiger avec vous l'amendement déposé en séance. Madame Bateau, vous le maintenez? Oui, d'accord, on fait ça. Okay. Je le retire pour qu'on le vote en séance unanimement. Eh bien, super. Il est retiré, donc, et nous passons maintenant à l'article 4, avec un premier amendement rédactionnel